Blabla de Psyplette, présenté par Stéphanie Thévenet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu. Et quel jeu ? C'est le jeu le plus universellement joué. C'est un jeu de rôle qui se joue à partir de 2 joueurs. Il peut se jouer en couple, en famille, entre collègues ou voisins. On peut avoir plusieurs parties en route avec différentes personnes. On n'y joue pas toujours le même rôle puisqu'on peut tourner et échanger les rôles. Les parties peuvent être longues, parfois très longues, durer plusieurs années, voire toute une vie. Alors, une idée ? Non, ce n'est pas loup-garou. Ce jeu psychologique, c'est le jeu de rôle sans doute le plus pratiqué qui soit, et sa règle du jeu tient dans un triangle, le triangle de Karpman, aussi appelé triangle dramatique. Ça vous tente ? Ouais. Laissez-moi d'abord vous en expliquer les règles, parce que c'est un jeu vraiment amusant. Mais quand je dis amusant, c'est âme usant, en 2 mots, c'est-à-dire qui use l'âme, tant ce jeu est fatigant et fait souffrir les joueurs. Ce triangle relationnel dramatique a été théorisé à la fin des années 60 par un psychiatre californien, Stephen Karpman, d'où le triangle de Karpman. Ce psychiatre a mis en évidence la chose suivante. Quand des personnes interagissent ensemble, et ça commence à 2 personnes, il se trame des jeux inconscients de pouvoir et de manipulation, et ces petits jeux vont parasiter la communication jusqu'à la rendre contre-productive et même carrément malsaine. Il propose un triangle parce qu'il y a 3 rôles. La victime, le bourreau, que l'on nomme aussi le persécuteur, et le sauveur. Les protagonistes vont jouer alternativement ces 3 rôles au gré des circonstances et de l'humeur du moment. Pour lancer une partie, c'est très simple. Il faut juste qu'une personne endosse l'un des rôles et hop, elle va embarquer 1 ou 2 interlocuteurs dans les rôles complémentaires pour jouer la partie. Il suffira ensuite que chaque personnage incarne la croyance associée à son rôle. Alors, voyons pour les croyances. D'abord, la croyance de la victime. La victime estime ne pas avoir de responsabilité et de pouvoir sur ce qui lui arrive. Elle est en quelque sorte ballottée, malmenée par les agissements des autres. Sa situation, ses difficultés et les problèmes qu'elle rencontre ne sont absolument pas les conséquences de ses choix et de ses non-choix, mais purement les conséquences des intentions des autres qui fomentent son malheur. Toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Ainsi, sans le dire toujours distinctement, la victime désigne un bourreau. Et comme elle n'a aucune prise sur les événements de sa vie, elle estime avoir besoin d'une autre personne qui pourra rétablir les conditions de son bonheur. C'est pour cela qu'elle chante une douce mélopée plaintive pour attirer un sauveur. Un jour, mon prince viendra. Voyons à présent pour la croyance du sauveur. Il a quasi le devoir moral d'aider les autres car il pense être plus compétent que les autres. Il croit que les autres ont besoin de lui pour accéder au bonheur et il pense avoir le pouvoir et même la responsabilité de faire le bonheur des gens. Quant au persécuteur, il est désigné par la victime ou le sauveur. C'est à cause de l'agissement d'un tel si la victime est contrariée ou malheureuse. Le persécuteur peut être une personne physique, un mari, une voisine, un patron, une collègue, un frère, une mère, mais aussi une entité ou une institution comme la société, la CAF, France Travail, le système scolaire. Quand le persécuteur est une personne, il s'agit plutôt d'une personne qui critique beaucoup, qui a tendance à souligner systématiquement ce qui ne va pas, qui ne complimente jamais, mais préfère se moquer et mépriser, qui aime avoir le dernier mot, qui a des principes, qui ne connaît pas la remise en question. Bref, une personnalité plutôt psychorigide. Mais certains persécuteurs, plus sournois, se cachent dans des costumes de personnages doucereux et avenants. Je me fous de vous m'aimez, mais pas moi.
voilà, le tableau est dressé. On a une victime autoproclamée d'un bourreau désigné qui est prise en charge par un gentil sauveur pour rétablir les conditions du bonheur de la victime. Sauf que, si la victime souffre pour de vrai de sa difficulté à régler les problèmes qu'elle traverse, elle laisse croire au sauveur qu'elle a besoin de solutionner son problème, mais n'a jamais énoncé clairement qu'elle voulait vraiment trouver une solution à son problème. Vous me suivez ? Le sauveur, porté par sa cape, son élan de sauver, ne s'arrête pas sur ce détail et se met en quête de solution, bien déterminé à régler le problème de la victime. Il donne de sa personne en s'impliquant, il donne de son temps, souvent au détriment de son repos ou de son propre bien-être. Il peut aussi donner son argent et aller jusqu'à se renier ou se compromettre. Et c'est là que ça devient vraiment dramatique, parce que la victime va décliner ou rejeter toutes les propositions du sauveur. Elle va le mettre en échec total, car la seule chose qui intéresse la victime, c'est l'attention du sauveur. Quelqu'un s'intéresse à elle. Et elle craint que si le sauveur règle son problème, eh bien, il disparaisse et ne s'intéresse plus à elle. Donc, elle lui met des bâtons dans les roues pour différer ce moment-là. Or, le sauveur a besoin de sauver. Un sauveur qui ne sauve pas, qui est systématiquement mis en échec, est très contrarié, voire frustré. Il s'agace, il perd patience. Et il peut devenir brutal, contraignant avec la victime, qui devient alors la victime de l'obstination du sauveur qui veut absolument l'aider. Et cela renforce la victime dans sa croyance que les autres font son malheur. Et ce qui démontre que les rôles tournent, puisque, à vouloir absolument sauver, le sauveur devient ainsi le persécuteur. Vous suivez toujours ? À présent, regardons de plus près les profils psychologiques de nos trois personnages. La victime a le sentiment de subir les agissements ou manquements des autres. À l'instar d'un enfant, cette personne estime ne pas avoir de pouvoir ou de responsabilité sur ce qui lui arrive. Elle obéit, subit et souffre. Considérant être impuissante face aux obstacles et contrariétés qui jalonnent sa vie, elle ne cherche pas à améliorer sa condition. La personne devient de plus en plus passive. Puisqu'elle renonce à changer sa situation par elle-même, elle n'entreprend rien qui pourrait la rendre fière d'elle et ainsi renforcer son estime d'elle-même. Sa passivité rabote patiemment son estime d'elle. Comme elle se juge nulle et que personne ne peut s'intéresser à une personne nulle, la plainte est sa stratégie pour attirer l'attention sur elle. Et c'est pour cette raison, la plainte étant sa façon d'exister au monde, qu'elle résiste de toutes ses forces au changement de sa situation. Elle est strictement hermétique à toutes les propositions d'aide. Et même si elle va vers un thérapeute proactif qui encourage l'autonomie, bim, elle le déjouera. Puisqu'elle considère que les autres sont à l'origine de son malheur et qu'elle désigne ses persécuteurs, certaines personnes de son entourage peuvent se sentir injustement accusées. Malentendus, conflits. Les relations se tendent, parfois jusqu'à la rupture, et isolent de plus en plus la victime en la renforçant dans son rôle. Par la même occasion, observez qu'en désignant son persécuteur, elle accuse une personne qui se retrouve elle-même victime d'accusations infondées, fallacieuses. Et ainsi, un autre triangle s'ouvre, avec notre victime cette fois dans le rôle du persécuteur. Vous avez suivi ? Comme un petit enfant abandonné, la victime vit le monde de façon si insécure qu'elle perçoit la menace partout. Hyper vigilante aux attaques extérieures, elle peut s'épuiser de stress jusqu'à la dépression. Le sauveur est en apparence une personne gentille, très gentille, trop gentille. Ça en devient louche. C'est une personne souvent fort sympathique, généreuse, pleine de bonnes intentions, toujours disponible, qui ne dit jamais non. Derrière le masque, le sauveur souffre d'une faible estime de lui-même. Il ne s'aime pas. Alors, il cherche à être aimé de tout le monde et à obtenir de la reconnaissance en enfilant un costume de super-héros. En volant au secours des victimes, il imagine qu'il réglera leurs problèmes et obtiendra ainsi les acclamations du public. Mais comme la victime met en échec toutes ses tentatives,
Le sauveur creuse de plus en plus son déficit d'estime de lui-même et dépense vainement son énergie jusqu'à l'épuisement, pouvant l'amener, lui, au burn-out. Le persécuteur, quant à lui, souffre d'un petit complexe de supériorité. Plus beau, plus intelligent, plus sachant, plus malin. Mais à l'intérieur, il a une image de lui-même désastreuse, pétrie d'angoisse archaïque. Il se prétend plus fort que tout le monde, il estime avoir raison en toutes circonstances. Il se comporte comme un petit enfant vulnérable, abandonné dans la forêt, livré à lui-même et terrifié, qui a choisi comme stratégie de protection de faire croire qu'il est fort en se déguisant en monstre, pour intimider et ne pas être attaqué. Mais en vérité, son estime de lui est toute fine, mais il la gonfle comme un ballon de baudruche, pour faire illusion et se cacher derrière. Dans les faits, pour dominer l'autre, il a besoin de recourir à des stratégies malsaines. Il s'entoure de personnes qu'il peut dénigrer, humilier, blâmer, sanctionner. Ce sont ces attitudes maltraitantes qui attirent la victime en quête de responsable à son malheur et que la victime tolère par manque d'estime d'elle-même. Voilà, la boucle du triangle est bouclée. Mais vous avez bien remarqué que ces trois personnes souffrent de la même chose. Une faible estime d'elle-même et un déficit de maturité émotionnelle. C'est pour cela qu'elles s'entendent si bien, qu'elles s'attirent les unes les autres dans ce jeu et que leurs rôles sont interchangeables. Mais vous avez bien compris, ce jeu n'a rien de ludique, puisqu'il mène systématiquement tous les joueurs à l'échec et surtout, il les enfonce un peu plus dans leur déficit respectif d'estime de soi. Bon, alors, comment on fait pour sortir de ce triangle infernal ? Eh bien, j'ai la solution. Siège éjectable. Soyons clairs. La première condition pour quitter ce jeu de rôle triangulaire est d'en accepter l'existence et d'en reconnaître le fonctionnement. Ensuite, il s'agira d'évaluer sa place de prédilection. Victime, bourreau, sauveur ? Puisque, comme nous l'avons vu, on peut occuper toutes les places. C'est souvent très difficile d'être objectif sur soi quand il s'agit de regarder nos côtés sombres. Donc, c'est peut-être ce que les autres disent de moi qui va me permettre d'en prendre conscience. Pour désamorcer un triangle, il suffit que l'un des acteurs sorte de son rôle. Si la victime prend ses responsabilités et monopolise ses ressources pour changer sa situation, elle n'a plus besoin de sauveur et le bourreau est déjoué. Être adulte, c'est assumer ses responsabilités. Et quand on est victime, on a aussi des responsabilités de victime. Comme le souligne le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais de ce que j'en fais. Et c'est précisément en élaborant et mettant en place des solutions aux contrariétés du quotidien que l'on s'installe dans une estime de soi saine et que l'on renforce sa confiance en soi. Ce triangle psychologique est omniprésent dans notre société. Il est partout. Et tant que nous n'avons pas été sensibilisés au sujet, on a tous au moins un pied dans ce triangle. Nous avons été biberonnés par ce type de relation. Les contes et histoires pour enfants en regorgent. Petit chaperon rouge, petit pousset, princesse pour les victimes. Méchant dragon, vilaine sorcière, loup, ogre, cruelle belle-mère pour les persécuteurs. Et autres princes et chevaliers servants pour les sauveurs. Les trois rôles sont très identifiables, vous ne trouvez pas ? Une princesse qu'il faut sauver des agissements de la méchante reine, un prince charmant qui intervient pendant qu'elle dort, et le tour du triangle est joué. Bon, au cas où je n'aurais pas réussi à vous convaincre d'appuyer sur le bouton du siège éjectable, je confie le soin au groupe téléphone de vous rappeler ce qu'il advient de Cendrillon après le baiser du prince charmant. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part.
charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, sans lui on voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.